Donc après avoir fait cette méditation, on va pouvoir parler un petit peu et continuer à explorer ce qui se passe lorsque, à la suite des conseils de Nagarjuna, on essaye de revenir à la vie pré-réflexive et qu'on s'aperçoit que finalement il y a une dissolution des phénomènes du monde qu'on croit objectif et surtout des agrégats qui font le moi pour retrouver cette vie immédiate à un niveau quasiment quantique, comme on a vu. Alors je vais maintenant vous proposer, dans la dernière partie, d'explorer ça avec des diapos qui vont s'inspirer essentiellement des neurosciences, hein, comme je vous l'avais annoncé, essayer de mettre en rapport des textes anciens avec les dernières découvertes des neurosciences. Alors, la première diapo que je vous montre, c'est justement sur la conscience. On a vu que pour Bouddha, la conscience n'existe pas comme une entité substantielle qui aurait des facultés qui passeraient d'un objet à l'autre, etc. On en a exactement une démonstration dans les neurosciences actuelles, puisque ce que montrent la physiologie et les neurosciences aujourd'hui, c'est que on ne peut pas localiser la conscience à un endroit donné, contrairement aux autres fonctions. Elle émerge plus précisément à partir du moment où les connexions neuronales dans le cerveau dépassent un certain degré de complexité. Alors c'est ce que vous montrent les deux schémas que vous avez. Le schéma à droite, c'est ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il n'y a pas d'apparition de conscience, dans des états avec une conscience extrêmement minimale ou pas de conscience, comme dans le rêve par exemple ou l'endormissement. On s'aperçoit que il y a peu de régions cérébrales interconnectées à ce moment-là. La conscience, elle apparaît lorsqu'il y a à la fois un plus grand nombre à gauche sur le schéma de régions du cerveau qui sont reliées entre elles, et donc en même temps, ce que vous voyez dans les réseaux neuronaux du cerveau, un très grand nombre de réseaux neuronaux qui se mettent en connexion. Et la conscience apparaît à ce moment-là. Elle émerge à partir d'un certain niveau de complexité de connexion des zones neuronales entre elles, sans localisation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas un endroit qui serait le siège. Les conséquences, c'est que la conscience n'est pas localisable, elle n'existe pas en soi, comme l'avait bien vu Nagarjuna et comme insiste lourdement, non, pardon, comme l'avait bien vu le Bouddha et comme insiste lourdement Nagarjuna. Elle n'existe pas en soi, il n'y a pas de conscience substantielle. C'est une faculté ou une potentialité émergente. Alors bien entendu, les idéalistes vont sauter sur l'occasion pour dire que si elle n'est pas localisable, c'est donc qu'elle existerait en dehors de tout aspect matériel et en dehors du cerveau, et qu'elle viendrait s'actualiser ponctuellement par moment dans le cerveau. Mais ça, on repart dans la métaphysique, on repart dans les explications idéalistes, ce qu'on va éviter de faire avec la leçon de Nagarjuna, juste rester sur le fait qu'elle est émergente et qu'il n'y a pas de chef d'orchestre derrière. La conscience se déploie dans ses connexions neuronales. Quelles en sont les conséquences? Notre conscience personnelle ne crée pas, ne choisit pas nos croyances ou nos sentiments. Tous les contenus de la conscience qu'on a sont générés par des systèmes rapides de connexion dans le cerveau qui se relient et qui font surgir brusquement une pensée. Notre conscience personnelle, dans ce sens-là, elle reste passive. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas nous qui décidons que nous allons penser telle ou telle chose. Ce sont nos connexions entre la mémoire, les sentiments, etc., qui font surgir brusquement une idée, sans que nous soyons les maîtres, encore une fois. On peut juste en prendre conscience avec un petit temps de retard et se raconter une histoire en construisant un récit personnel de ce qui nous arrive pour mieux nous adapter, communiquer, survivre. Ça, c'est des résultats très intéressants d'une étude qui a été faite en 2019. En méditation, on retrouve un peu la même chose. On prend effectivement conscience de ce qui émerge à chaque instant et qui émerge naturellement, spontanément, sans que ce soit moi qui soit le maître de mes pensées ou de mes sentiments ou de mes émotions. Plutôt que de cultiver dès lors sa conscience personnelle, une conscience comme si elle contrôlait tout, on vise au contraire dans la méditation, en tout cas dans la méditation que je vous indique, à revenir au flux sous-jacent. Revenir au flux sous-jacent qui se fait et qui fait émerger les consciences, ça ouvre un espace beaucoup plus large
un espace énergétique où les pensées ne sont que des quantum d'énergie, des fluctuations énergétiques, ces fluctuations énergétiques elles-mêmes apparaissant dans un vide quantique sous-jacent, comme le dit Goenka, dont je me suis servi pour la petite méditation. Bien entendu, pour les croyants, ce sera une autre dimension spirituelle, une âme ou quoi que ce soit. Mais nous, on va rester simplement agnostique dans ce niveau-là et simplement avoir que il y a des choses qui apparaissent à partir d'un vide sous-jacent. Alors, pour donner des métaphores de ce qui se passe dans la méditation, moi j'aime bien euh, prendre des exemples. Et lorsque j'ai vu l'exposition de Zhao Wuki, il y a 1 ou 2 ans maintenant, j'avais été fasciné parce que je trouve que ce sont vraiment des métaphores de ce qui se passe dans la méditation. Et que ces œuvres pourraient vraiment représenter ces fluctuations de la conscience à partir d'un vide original, tel que on peut, en tout cas tel que je peux le vivre de temps en temps quand je médite. Par exemple, il y a cet état de calme, tout ce vide sous-jacent dans la première diapo. Et puis de temps en temps, tac, il y a des petits brouillages, des petites décharges électriques, des décharges qui vont se manifester en micro-pensée ou en micro-sensation. À un autre moment, dans la méditation, il va y avoir des réseaux rhizomatiques qui vont se faire entre des micro-pensées, des micro-sensations, qui vont s'associer dans la deuxième diapo, sans encore produire une idée ou des petits bouts, des fragments d'idées, des fragments d'agrégation de sensations. Ou dans le troisième, ça peut être également ce paysage, hein, puisqu'en méditation, on a souvent des paysages plus ou moins visuels qui peuvent apparaître aussi. Toujours des fluctuations de la conscience auxquelles cela nous renvoie. Alors, s'il y a fluctuation énergétique de la conscience dans la méditation, ben, les sciences modernes nous permettent d'aller plus loin et de savoir qu'effectivement, les différents états qu'on a en méditation, ils vont correspondre à des ondes cérébrales et à l'activation de certaines ondes. Alors, il faut savoir que dans les... Donc là, je retrouve mes ondes. 1, 2, 3, 4. Dans la conscience focusée, on a des ondes très courtes, très intenses. Hein. Ce sont les ondes bêta qui vont être très mobilisées à ce moment-là. On peut avoir ensuite notre conscience qui est beaucoup plus en alerte, en vigilance. Ce sont les ondes de la concentration, de la cognition qui vont se mettre en place à ce moment-là avec les ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus concentrées. Non, pardon, ce sont toujours les ondes bêta à ce moment-là. Quand le cerveau ralentit, qu'il y a une certaine attention stable qui s'installe, par exemple dans la méditation, ben c'est le moment où les ondes alpha que je vous évoquais deviennent beaucoup plus fortes. Ce sont les ondes de la relaxation, du calme, de la visualisation qui vont favoriser la créativité également. On peut aller plus loin dans cet état de relâchement des tensions en méditation et aborder comme un début de sommeil, sans verser dans le sommeil, bien entendu. Ça, à ce moment-là, ce sont les ondes θ qui prennent le dessus et qui vont se développer plus. Les ondes θ, ce sont les zones dans lesquelles on peut avoir des intuitions profondes, avoir des résurgences de la mémoire ancienne et archaïque profonde également. Ce sont les ondes typiques de la méditation. Et puis, il peut arriver que dans la méditation, on arrive à atteindre un état de calme apaisé, où il ne se passe pas grand-chose, juste des oscillations très lentes qui ne vont pas partir dans tous les sens. Ce sont à ce moment-là les ondes delta, des ondes lentes, faibles, qui correspondent d'ailleurs aux ondes qu'on peut avoir dans le sommeil paradoxal ou le sommeil profond. Ce sont les ondes qu'on a en général quand on atteint des niveaux de clairvoyance détachée, de bien-être, et qui peuvent provoquer des guérisons également. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de mystérieux et on pourrait s'amuser au cours d'une méditation
à se dire, tiens, là, mon état actuel, je suis en train de passer de l'onde bêta à l'onde alpha, voire θ, voire delta. Tout ça, ce sont des variations énergétiques des ondes cérébrales que j'expérimente dans la méditation. Alors en dessous, c'est simplement les longueurs d'onde dans lesquelles ces ondes émettent et apparaissent, que je vous ai mises. Tout ça, cela nous amène à quoi? Cela nous amène à comprendre que c'est essentiellement un phénomène électrique, un phénomène énergétique, la conscience, qui apparaît à partir d'un certain degré de complexité, et que ces phénomènes énergétiques apparaissent dans un vide sous-jacent, un vide quantique. On a bien vu que les microparticules quantiques, elles apparaissent dans un vide sous-jacent, dans l'infiniment petit. À ce niveau-là, donc j'aborde un petit peu cette physique quantique, à ce niveau-là, ce qu'on appelle un champ quantique, CHMP, ou un vide quantique sous-jacent, le champ quantique, le vide quantique, il n'est pas vide, ce n'est pas un néant, ce n'est pas une nouvelle substance parfaitement vide de toute chose. Le vide quantique, il est plein d'un chaos d'énergie potentielle et de microparticules qui vont apparaître à un moment donné, très évanescentes, apparaître et disparaître quasiment simultanément. Toute cette source d'énergie qui est dans la conscience, qui apparaît dans la méditation, et qui peut être une source d'émerveillement, bien entendu, elle se déploie à partir de ce vide quantique, comme je l'illustre un petit peu dans la deuxième diapo que vous voyez, où on voit un vide, et puis ces petits points d'énergie qui, par moments, peuvent brusquement se déployer, puis se résorber quasiment aussitôt. Pour aller un peu plus loin dans les approfondissements de ce qu'on appelle l'énergie du vide et le vide quantique, l'énergie du vide, c'est la forme que prend le vide à un moment donné. Cette énergie du vide, elle est sous-jacente, elle existe partout dans l'espace et dans tout l'univers. Et puis bien entendu dans la conscience au niveau subjectif. On y trouve quoi? On y trouve des particules virtuelles, des couples de particules qui apparaissent mais qui s'annihilent aussitôt dans un délai extrêmement bref. On parle de micro ou de nanosecondes pendant lesquelles on peut apercevoir leur surgissement et disparition quasiment immédiate. C'est estimé, cette énergie du vide qui apparaît et disparaît presque aussitôt, à 10 puissance moins 9 ou 10 puissance 113 joules par mètre cube. C'est vraiment extrêmement bref. Et dans la méditation, quand on est parfaitement apaisé, on peut sentir brusquement une petite tension, comme une décharge électrique, et qui disparaît presque aussitôt si on reste parfaitement recentré, concentré, méditant. Plus loin dans le vide quantique, c'est le physicien quantique qui vous dit qu'au niveau subatomique, c'est-à-dire sous les atomes, à un niveau encore plus petit que les atomes, eh bien, on va rencontrer le vide, ce vide qui est rempli d'une infinité d'électrons et de particules élémentaires quantiques dont les énergies individuelles occupent toutes les valeurs, depuis l'infini négatif jusqu'à des valeurs maximales. Il vous compare ça à la mer d'Irak, et c'est intéressant parce que c'est une métaphore qu'on prend souvent en méditation aussi. Une mer profonde et calme qui est partout présente et indécelable tant que rien ne la perturbe. Et dès qu'à un moment donné, elle va être perturbée, qu'un état énergétique va apparaître, ce sont les vagues qui apparaissent et les vagues font prendre conscience de la mer sous-jacente. Tout ça pour dire quoi? Que tant qu'on reste sur l'état fondamental de ce vide quantique qui est plein d'une énergie potentielle non encore actualisée, on a ce qu'on appelle en physique quantique l'état normal ou fondamental de la matière. Un niveau de base zéro à partir duquel toutes les énergies sont définies et vont se déployer à des degrés d'excitabilité différents. C'est cet état énergétique sous-jacent, cet état fondamental énergétique de la matière, à laquelle je pense qu'en méditation, on peut avoir accès, analogiquement bien entendu, de la même manière lorsque la concentration est suffisamment apaisée et qu'on découvre simplement cette vision clairvoyante d'un calme dans lequel vont apparaître et disparaître des phénomènes. Alors,
pour donner un impact plus précis de comment, sous l'impact de stimuli extérieurs, on a des fluctuations du vide qui apparaissent dans le vide, et puis du coup des ondes gravitationnelles, si on s'intéresse à l'astronomie, qui vont apparaître pour la première fois. On a une expérience qui a été faite avec des appareils de repérage LIGO et qui ont réussi à démontrer pour la première fois cette présence d'ondes gravitationnelles, de fluctuations du vide et à partir du vide. Donc, c'était fait le 14 septembre 2015. Vous avez toutes les coordonnées. Vous avez à la base ce fameux vide quantique où il ne se passe entre guillemets rien, mais qui est plein d'énergie potentielle. Cette fluctuation du vide qui commence. Et puis là, les deux courbes qui montrent très bien comment on a ensuite cette onde qui prend naissance, cette onde gravitationnelle. Une autre représentation, c'est la manière dont des interactions dans le monde quantique se font, qui mêlent des particules ordinaires et des particules virtuelles qui ont à peine le temps d'exister, qu'elles disparaissent aussitôt. Donc on le représente à la fois dans une photo qui a été faite et puis dans le schéma. Dans le schéma, les particules réelles, les particules subatomiques ou atomiques habituelles, entre guillemets, les électrons, photons, fermions-bosons, etc., elles sont représentées par des lignes continues. Et les particules virtuelles sont illustrées, elles, par des lignes discontinues. Vous les voyez ici, ici par exemple. Et tout ce qui se passe au niveau quantique, c'est cette interaction entre des échanges de bosons virtuels et de fermions qui sont des particules subatomiques réelles. Tout ça pour montrer cette étrangeté du monde quantique où les choses peuvent apparaître, disparaître très rapidement, comme dans le champ de ma conscience quand je suis en méditation apaisée. Et la dernière chose que je vous montre pour faire approcher avec des images ce vide énergétique quantique où tout émerge et retourne, c'est cette figure que donne toujours Dirac, où le vide est représenté, alors c'est celle qui ressemble à un petit drapeau français, le vide central, en blanc, c'est l'état fondamental de la matière d'où émergent des particules et des antiparticules sans arrêt, en bleu ou en rouge respectivement. Elle nous apporte quoi? Elle nous apporte vraiment des explications de ce qui se passe à un niveau élémentaire, à un niveau microscopique, microphysique. Et c'est très intéressant parce que c'est un petit peu ce qui se passe aussi peut-être dans la méditation. D'où dans la diapo suivante, l'hypothèse que je vous propose d'explication de ce qui se passe en méditation par l'appel à la physique quantique. La physique quantique, elle est très intéressante pour comprendre ce qui se passe quand je médite. Comme en physique quantique, la méditation, lorsqu'on arrive à être apaisé, à se recentrer pleinement, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, comme on dit dans le zazen, dans la posture, la méditation permet de se résorber dans l'état fondamental apaisé du vide quantique. Cet état fondamental, encore une fois, c'est lorsque vous ressentez cette énergie dense, mais non encore actualisée dans une forme donnée ou dans des formes précises. Si je me réfère, c'est très clair, c'est le moment où on a enfin une posture alignée, où on n'a plus besoin de bouger, où on a vraiment cette impression du corps et de l'esprit qui sont alignés, qui sont intriqués, et où mes sens eux-mêmes sont reliés au monde sans captation, sans vouloir quoi que ce soit. En termes de physique quantique, je parlerai d'une intrication étroite du corps, de l'esprit et du monde environnement dans la posture stable, où tout ne fait plus qu'un. Le corps, l'esprit, le monde perçu par nos 5 sens ne font plus qu'un dans ma posture. Et ce sont ces moments où on est juste aligné, juste présent, où la posture est bonne. Mais bien entendu, on ne reste jamais dans cet état pendant 45 minutes, par exemple. Sans cesse peuvent émerger des quantas d'énergie, soit de l'énergie physique à l'extérieur de mes sens qui va venir me solliciter, un stimuli externe, un bruit, du froid, de la chaleur, ou
un quanta d'énergie interne, une excitation interne, une impatience, une peur, une douleur, des micro-pensées qui vont générer des micro-pensées. Tout ça, il y a toujours des quantas d'énergie qui émergent quand on est parfaitement stable en méditation. Si j'arrive à rester le rocher au milieu du fleuve, cela, que je ne m'y accroche pas, ça peut, comme les fameuses ondes quantiques qui apparaissent et disparaissent aussitôt, on peut les laisser apparaître et disparaître aussitôt. Le maintien de l'attention et de la posture juste permettrait en en ce sens, de cultiver un calme mental, le fameux samatha, et de rester dans une vision apaisée, vipassana, de tout ce qui apparaît, se déploie, qu'on laisse immédiatement disparaître, puisque c'est sans substance et que je ne vais pas courir après mes pensées, me faire emporter par mes sensations ou par mes émotions. Mais bien entendu, troisième cas, il y a des moments où on va se laisser emporter par l'un de ces stimuli externes, bruit, chaleur, froid, ou de ces stimuli internes, douleur, impatience, colère, pensée, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se fait embarquer par l'un de ces flux? Ben, le corps et l'esprit qui ne faisaient plus qu'un se désolidarisent. Je pars soudain dans une pensée, je suis plus que dans ma tête. Ou je suis scotché par une douleur dans le corps, je suis plus que cette douleur dans le corps, à tel ou tel endroit dans le dos. Ou une émotion, pareil, qui peut me prendre. Bref, on sort de l'état fondamental apaisé de la conscience où tout était intriqué et ne faisait qu'un, pour être entraîné dans l'excitation du système énergétique en cause, interne ou externe. En physique quantique, ça correspond très exactement à ce qu'on appelle la décohérence, l'effondrement de l'intrication préalable. J'avais une intrication parfaitement atteinte dans la posture. Cette intrication s'effondre, mon corps part d'un côté, l'esprit de l'autre, la douleur, etc. C'est ce qu'on appelle également un phénomène de décohérence. Ça, c'est le cas entre guillemets négatif où je vais repartir à nouveau ailleurs. Il y a aussi un autre cas dans les excitations qui peuvent se produire, c'est que ces excitations peuvent au contraire avoir un effet où elles s'auto-augmentent, où elles vont augmenter d'elles-mêmes, s'alimenter d'elles-mêmes et éventuellement faire des systèmes d'excitation qui vont passer à un degré supérieur d'excitation. Et lorsqu'on arrive à des degrés supérieurs d'excitation, eh ben, comme par hasard, ce serait, l'hypothèse en tout cas c'est ce que je fais, ce seraient les états de samadhi, les états de conscience alternée qui peuvent faire apparaître, à avoir l'impression qu'on sort du corps, qu'on atteint un état de joie extrême, de ravissement, de sortie de soi, etc. Ce serait en physique quantique des états de passage à un état stabilité et d'énergie, à chaque fois plus fort. Alors, l'un des auteurs avec qui j'ai écrit un petit papier là-dessus vous dit qu'on peut passer de l'état fondamental à l'état amoureux, l'état de l'amour qui ravit, transporte au-delà, qu'on peut retrouver dans la bhakti, dans les dévotions, dans les pratiques méditatives de dévotion, et puis même encore plus au-delà, un état N+2, qui correspondrait aux états mystiques, où on a l'impression de totalement fusionner avec l'énergie du cosmos, de la nature. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. La physique quantique apprend que la séparation n'est qu'une illusion et puis que ça peut être un modèle d'explication de ce qui se passe dans la méditation, sans besoin de recourir aux mondes infernaux, aux mondes divins, aux différents mondes de bodhisattva, etc., comme dans le bouddhisme et tout. Mais on peut aussi, bien entendu, sans contradiction, prendre référence avec les deux. Je vous ai mis une petite référence YouTube que vous pouvez aller voir également, qui vous permettra d'en plus savoir plus sur la physique quantique comme une petite initiation. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous montre pour finir à nouveau ce cercle de Lanso dans lequel peut se résorber tout le discours que je viens de vous faire. Et
vous suggérez cette vacuité d'où émergent tous les phénomènes de manière circulaire dans un recommencement perpétuel d'apparition, déploiement, disparition, recommencement de cycle. Merci et à demain. Alors, j'arrête. Et